La marque Nestlé a envahi nos placards. On a tous des produits liés à cette marque, que ce soit de l'eau, des confiseries, du chocolat, du café, des glaces, voire même de la bouffe pour chat. Nestlé est de partout. Il domine l'industrie alimentaire avec un chiffre d'affaires qui a atteint 84 milliards de dollars en 2020. Quand on se rend sur leur site internet, ils affichent leur ambition. Ils croient en la force d'une bonne alimentation pour améliorer la qualité de vie de tous aujourd'hui, ainsi que celle des générations futures. Leur devise, Good Food, Good Life. C'est beau, pas vrai? Une entreprise qui se préoccupe de notre santé. Malheureusement, la réalité des choses a vite refait surface. Le 30 mai 2020, le Financial Times révèle dans un document interne qui a fuité, Nestlé reconnaît que plus de 60% de ses grands produits de consommation et boissons sont malsains. C'est-à-dire qu'ils ne répondent à aucune des définitions reconnues de santé. Je sais que pour beaucoup c'est pas étonnant, mais le chiffre est énorme. On fait face à une pandémie mondiale d'obésité selon les termes de l'OMS, et l'une des plus grosses entreprises alimentaires révèle que la majorité de ce qu'elle vend alimente directement cette épidémie meurtrière. En 2019, on estime que 5 millions de personnes sont mortes des conséquences du surpoids. Un Français sur deux est soit en surpoids, soit en situation d'obésité. On est rentré dans une époque où le surpoids et l'obésité font partie des préoccupations majeures de santé publique. Alors je me suis intéressée à cette entreprise, j'ai voulu comprendre comment elle fonctionne et surtout comment elle est devenue aussi puissante. Bon, comme je le disais, 37% des produits vendus par la firme Nestlé sont considérés comme n'étant pas adaptés à notre santé. Personne n'est surpris, on s'en doutait, mais quand même, imagine que le plus grand du marché alimentaire nous vend de la merde et que ça choque personne. On fait face à un raz-de-marée de maladies chroniques en tout genre, obésité, cancer, diabète, maladies cardiovasculaires et j'en passe. En 2010, selon les données de la Sécurité sociale française, on a compté 539 083 décès, dont environ 36% pouvaient être attribués directement ou indirectement à une mauvaise alimentation. Donc on a une entreprise qui capitalise sur des produits malsains. Maintenant c'est acté sur un document interne qui a fuité, dommage. Mais ne vous inquiétez pas, bon peut-être que les produits vendus par Nestlé, c'est pas la meilleure chose pour se maintenir en forme, mais ils se sont quand même rebaptisés leader mondial de la nutrition, de la santé et du bien-être. Oui, c'est bien Nestlé, les fabricants de Kit Kat, de Crunch et de plein d'autres marques de confiserie qui veulent faire attention à ce que vous mangez, à votre santé. Mais surtout, ils ont eu l'audace de mentionner sur leur site internet « Nestlé soutient une alimentation saine ». Ils écrivent sans sourciller « Nestlé aide à lutter contre l'obésité en offrant des choix plus savoureux et plus sains aux enfants et aux familles ». En inspirant les gens à mener une vie plus saine et en développant, partageant et appliquant les connaissances nutritionnelles. Ils ne se sont pas arrêtés là, non. Ils proposent un programme Nestlé Healthy Kid qui a pour but d'aider 50 millions d'enfants à mener une vie plus saine d'ici 2030. Pour faire un parallèle, c'est un peu comme si le grand du tabac décidait d'investir dans une entreprise qui vend, qui produit du matériel médical. Mais attendez, c'est ce qu'ils font. Philip Morris a investi plus d'1 milliard d'euros dans l'entreprise Vectura qui produit des inhalateurs médicaux. Ils n'ont vraiment plus honte de rien, mais business is business, non? Les affaires sont les affaires. Et si on vend des produits qui participent à l'épidémie d'obésité, mais que quand même, on met en place des programmes pour veiller à l'équilibre alimentaire de nos enfants, ça passe, non? Cette tactique est si courante dans les entreprises agroalimentaires qu'elle porte un nom, le lean watching. Vous avez entendu parler du greenwashing, où les entreprises prétendent de manière trompeuse être respectueuses de l'environnement. Le lean washing est le terme utilisé pour décrire les entreprises qui tentent de se positionner comme aidant à résoudre la crise de l'obésité, alors qu'elles y contribuent directement. Comme nous l'a appris l'expérience de l'industrie du tabac, une société puissante peut vendre à peu près n'importe quoi au public, et Nestlé est un maître en la matière. Bon, il y a tellement d'affaires dans lesquelles Nestlé est impliqué que je vais pas pouvoir toutes les dire dans la vidéo, sinon ma vidéo elle va durer plus longtemps qu'une interview de chez Thinkerview. Donc commençons par l'histoire la plus scandaleuse. Peut-être que vous en avez vaguement entendu parler, mais asseyez-vous parce que ça va peut-être vous secouer. Au XXe siècle, Nestlé cherche par tous les moyens d'augmenter ses ventes, donc ils ont une idée de génie. Vendre du lait infantile. Le lait maternel ne rapporte de l'argent à personne, donc pourquoi ne pas le produire et le vendre? Ainsi, Nestlé a commencé à lancer des campagnes agressives pour pousser les mamans à donner des préparations de lait infantile pour leurs bébés, dans les pays occidentaux, mais également dans les pays d'Afrique. Mais suite à ça, a eu lieu un des plus gros scandales humanitaires, celui des baby killers.
En 1974, 2 citoyens américains produisent un rapport alarmant publié par l'ONG War on Want sur la mortalité infantile en Afrique intitulé Baby Killers. Ce rapport impliquant directement Nestlé, qui par sa campagne publicitaire incitait les mères à consommer du lait en poudre plutôt que d'allaiter. Ce produit était sans danger en Europe, certes, mais ce n'était pas le cas dans les pays aux conditions sanitaires médiocres et dont l'accès à l'eau potable était difficile. Car oui, le lait en poudre doit être mélangé à l'eau. Les mères non informées ont mélangé ce lait à l'eau non potable, ce qui a provoqué la mort de nombreux nourrissons. Selon l'UNICEF, 1,5 million d'enfants par année sont morts parce qu'une multinationale était trop excitée à l'idée de faire du profit. La réponse de Nestlé concernant ces accusations ne s'est pas fait attendre, et elle a été juridique. Et elle a gagné tous les procès qui lui ont été intentés et qu'elle a intentés. Mais en 1978, Nestlé a dû apporter des explications devant the US Senate de pourquoi les bébés sont morts ou sont devenus malades à cause de leur lait infantile. Would you agree with me that your product should not be used where there is impure water? Yes or no? We give all the instructions. Just answer. What is your position? Of course not, but we cannot cope with that. Bien sûr, ces entreprises sont intouchables. Sur le plan juridique, elles ont bien trop d'argent et d'influence pour que quoi que ce soit leur arrive. Mais un mouvement mondial s'est levé et de nombreuses vagues de boycotts à travers le monde ont commencé. Et on a vu aboutir l'adoption d'un code réglementant la commercialisation des substituts de lait maternel, ce qui est une énorme victoire. Il n'y a aucun débat à avoir, donner du lait maternel à son enfant est mieux pour la santé de son nourrisson. Si on peut allaiter son enfant, faut le faire. Mais pause, devinez qu'il y a des liens avec Nestlé et le lait infantile, qui a fait fortune et est devenu millionnaire grâce à un gros coup avec Nestlé. Le seul et unique, Emmanuel Macron. Le gars, qui apparemment est notre président, est devenu millionnaire en permettant le rachat par Nestlé de la branche lait infantile de Pfizer. Je vous laisse un peu de temps pour digérer cette information. Ce mec, qu'on voit depuis 5 ans se pavaner partout fièrement, a conclu un marché hautement controversé, responsable du décès de millions de bébés chaque année en Afrique subsaharienne. Si je n'étais que la cupidité, je n'aurais pas choisi de quitter la banque d'affaires, ou alors je serais un être extrêmement complexe, voire pervers. Faut pas être étonné si l'intérêt commun, c'est pas sa priorité. Parce que c'est notre projet! Évidemment, si vous croyez pas à cette histoire, toutes les références, elles sont en barre d'infos. D'ailleurs, tout ce que je dis sera en barre d'infos. Nestlé ne s'arrête pas là. Et si on décidait que l'eau ne soit plus un droit fondamental humain, si on privatisait l'eau, mais quelle bonne idée! Laissons la place au président de chez Nestlé qui nous parle de la question de la privatisation de l'eau. Also Wasser ist natürlich das wichtigste Rohmaterial, das wir heute noch auf der Welt haben. Es geht darum, ob wir die normale Wasserversorgung der Bevölkerung privatisieren oder nicht. Und da gibt es 2 verschiedene Anschauungen. Die eine Anschauung, extrem würde ich sagen, wird von einigen von den NGOs vertreten, die darauf pochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. Das heißt, als Mensch sollten Sie einfach Recht haben, um Wasser zu haben. Das ist die eine Extremlösung. Ja? Und die andere, die sagt, Wasser ist ein Lebensmittel, so wie jedes andere Lebensmittel, sollte das einen Marktwert haben. Ich persönlich glaube, es ist besser. Pour résumer, notre cher Peter, il nous dit sans sourciller que l'accès à l'eau n'est pas un droit humain et qu'on devrait pouvoir capitaliser dessus. Et que les pays qui ne peuvent pas se permettre financièrement d'avoir de l'eau, bah tant pis pour vous. Et la marque a réussi à privatiser l'eau à plusieurs endroits du globe, entraînant de véritables scandales humanitaires et écologiques. Donc, une multinationale comme Nestlé contribue, selon certaines ONG, à la désertification au Sahel concernant leur droit naturel à l'accès à l'eau. Quand on entend ce genre de pratique, on se dit que ces gens sont inhumains, que le PSG de Nestlé est un monstre sans âme pour vendre des produits qui ont des conséquences catastrophiques. Mais c'est tomber dans la facilité et ne pas comprendre que ces gens, comme les PDG de Nestlé, les actionnaires de Coca-Cola ou encore les dirigeants de l'industrie du tabac, ne sont pas des monstres, mais des gens totalement banals. Et c'est toute la thèse de la grande Hannah Arendt. Dans son livre, le plus populaire, qui fait partie de mes livres préférés, Eichmann à Jérusalem. Dedans, elle développe son concept philosophique, la banalité du mal. Petit résumé du livre. En 1961 a lieu le procès de Adolf Eichmann. Eichmann est un haut fonctionnaire du parti nazi
et il est jugé à Jérusalem pour son implication dans le transport et l'extermination de Juifs. Lors de ce procès, pour la grande majorité des personnes qui assistaient à cet événement, Eichmann était un monstre sans cœur. Mais pour Hannah Arendt, il n'en était rien. Eichmann n'est pas un monstre, mais un bureaucrate banal. Elle refuse de lui accorder le statut de monstre parce que finalement, ce serait refuser qu'un humain puisse faire des choses aussi terribles. Pour elle, il n'est pas un génie du mal, un personnage diabolique. Au contraire, ce qui est effrayant, c'est que c'est un être stupide qui s'est contenté d'obéir aux ordres pour monter dans la hiérarchie. Il était profondément concerné par sa carrière. Pour elle, le premier crime de Eichmann, c'est d'avoir cessé de penser. J'ai lu son interrogatoire de police, les 3600 pages. Je l'ai étudié de très près et j'ai ri aux éclats je ne sais combien de fois. Eichmann était très intelligent, mais il avait une forme de bêtise. Et c'est cette bêtise qui paraît scandaleuse. Voilà ce que je voulais dire quand j'ai parlé de banalité. Il n'y a aucune profondeur, rien de démoniaque. Simplement le refus complet de se mettre à la place des autres. En cessant de penser, d'avoir une réflexion morale, il a pu se cacher derrière son devoir, derrière l'obéissance, et finalement oublier toute réflexion morale, toute responsabilité. Et il a participé activement à quelque chose d'abominable. Le succès du mal, il prolifère sur l'absence de pensée des autres. Il était incapable de penser en se mettant à la place de l'autre. Ce sont des personnes ordinaires qui n'ont plus la conscience du mal. Ça serait bien plus facile si les personnes comme Eichmann qui commettaient des atrocités avaient le physique et la personnalité de Voldemort. Une personne froide, sans compassion, sans émotion. Mais c'est pas le cas, loin de là. Et c'est ça qui fait froid dans le dos. C'est que Eichmann était effroyablement normal. Trotz allem weiß ich natürlich, dass ich meine Hände nicht in Unschuld waschen kann. Weil die Tatsache, dass ich ein absoluter Befehlsempfänger war, heute sicherlich nichts mehr bedeutet. Obgleich an meinen Händen kein Blut klebt, werde ich sicherlich nicht der Beihilfe zum Mord schuldig. Quand j'ai vu la vidéo du président de Nestlé qui proposait sa vision sur la privatisation de l'eau en disant que l'accès à l'eau n'est pas un droit fondamental mais une denrée comme une autre, donc elle doit être valorisée sur le marché. Je me suis d'abord indignée, mais après j'ai voulu comprendre comment pouvait-on arriver à un tel niveau de bêtise. Et c'est là que j'ai immédiatement vu le parallèle avec la banalité du mal, avec cette absence de pensée, de se mettre à la place des autres, que rapporte Hannah Arendt dans cette thèse. Dans le programme mental d'une industrie comme Nestlé, l'unique objectif est d'étendre leur entreprise, d'étendre leur pouvoir. Et cette banalité du mal, on la retrouve dans tout un tas d'industries. Le meilleur exemple est évidemment l'industrie du tabac. Vendre un produit qui tue un consommateur sur deux ne pose aucun problème tant que les ventes de nos produits ne sont pas touchées. Hannah Arendt nous explique que la banalité du mal est un phénomène entièrement moderne de déshumanisation des rapports sociaux par le totalitarisme. Mais on se rend compte que cette déshumanisation des rapports sociaux, elle s'effectue également par le capitalisme. Évidemment, elle est totalement différente, pour autant, elle est bien réelle. Considérer que marchandiser l'entièreté de la planète est plus important que le vivant, c'est bien qu'on a fini par appréhender le monde qu'à travers le prisme du capitalisme et qu'on a cessé de le penser autrement qu'à travers lui. Le terme de banalité ne sert absolument pas à minimiser les actes atroces des uns comme des autres, mais simplement à nous expliquer que lorsque l'on cesse de penser, on perd toute référence individuelle aux notions de bien et de mal. Et le dirigeant de Nestlé se trouve dans l'impossibilité psychologique d'envisager certaines questions autrement que sur le plan économique. Ce qui le rend profondément stupide, mais surtout ce qui le rend profondément dangereux. Hannah Arendt expose de manière brillante à travers la banalité du mal qu'une personne normale, banale, peut faire des actes horribles car elle a cessé de penser. Et c'est le véritable crime. Arrêter de penser. La médiocrité et l'absence de pensée de Nestlé les a poussés à inventer un tour rhétorique pour pouvoir défendre leur système qui par définition est indéfendable. Évidemment, la liste est bien plus longue concernant les méthodes insensées de Nestlé. Contamination de plusieurs laits infantiles commercialisés en France. Une entreprise qui a évidemment une empreinte écologique désastreuse. Complicité de travail forcé d'enfants dans des plantations de cacao en Côte d'Ivoire, etc., etc. Mais maintenant qu'on a fait la liste non exhaustive de tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Désolé, j'ai pas de réponse. Ces multinationales décident de la pluie et du beau temps. L'empire de la malbouffe envahit notre environnement alimentaire et Nestlé est de partout dans nos grandes surfaces. Les marques liées à Nestlé sont très nombreuses, allant de Vittel, KitKat ou la marque de nourriture pour chats Friskies et sans oublier Nespresso ou encore L'Oréal. La palette de produits est considérable. Bon, évidemment, il y a des petites choses qu'on peut faire, par exemple au niveau personnel, ce qui va être de boycotter toutes les marques qui sont en lien direct ou indirect avec Nestlé.
Moi, c'est ce que je fais à mon humble niveau, ça va être d'arrêter complètement de donner de l'argent à cette entreprise, parce que je me sentirais vraiment hypocrite de donner de l'argent à une entreprise qui est aussi malsaine et qui met en place autant de choses. Mon seul pouvoir en tant que citoyen, c'est de choisir ce que je consomme. Évidemment, pour que ces pratiques soient interdites, il faudrait au minimum que des politiques et des réglementations plus strictes soient mises en place. Mais je vais pas vous mentir, ça fait bien longtemps que je crois plus au cirque politique des institutions comme l'Assemblée nationale ou le Parlement européen. Ces multinationales ont beaucoup de pouvoir et elles risquent pas de le lâcher. Et on peut toujours rêver pour que des politiques viennent réglementer leur activité. Ils ont des armées de lobbyistes qui sont prêts à tout pour que rien ne se fasse. Quand on est impliqué dans la mort de milliers de bébés en Afrique et qu'on ne se voit absolument pas inquiété, qu'on ne subit aucune sanction, on a bien compris que les décisions étaient de leur côté. Comme l'industrie du tabac, où il a fallu environ 5 décennies pour reconnaître que leurs produits tuaient un consommateur sur 2, le temps risque d'être aussi long pour que Nestlé soit inquiétée de tous les scandales dans lesquels elle est impliquée. Je sais que ça peut être vraiment frustrant que ce genre de choses se produisent et que nous ne pouvons rien faire à notre petite échelle pour l'arrêter. La seule chose qui est sûre, c'est que lorsqu'on comprend l'ordre du monde, on lui est relativement moins assujetti. Donc je vous recommande 2 livres qui pour moi sont hyper important pour avoir une meilleure compréhension. J'en ai parlé précédemment, c'est Eichmann à Jérusalem, l'un de mes livres préférés. Il éclaire beaucoup de choses sur la Seconde Guerre mondiale, mais surtout sur le concept philosophique de la banalité du mal, qui permet de comprendre beaucoup de comportements. Et enfin, Propaganda, d'Édouard Bernays, cet homme qui a marqué le XXe siècle. Il est le père fondateur de la propagande politique et publique. Ce livre est un petit manuel qui expose les principes de la manipulation mentale de masse, ou de ce qu'appelle Édouard Bernays la fabrique du consentement. Donc je vous mets les liens de ces 2 livres en barre d'infos, mais également je vous mets les liens de toutes les références, de toutes les sources que j'ai utilisées dans cette vidéo en barre d'infos. Allez regarder pour que vous puissiez approfondir le sujet. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi je vous dis à la prochaine.